Région de Koursk, regardez, c'est ce retrait des Ukrainiens, des évacuations très importantes. Les images en témoignent. On va entendre certaines déclarations des Russes, notamment, qui en témoignent également. Il y a là sans doute une forme de collaboration. Certains disent même que, colonel Père de Jong, les services américains auraient aidé en quelque sorte. Ils auraient coupé le renseignement et donc offert ça aux Russes. Je ne crois pas du tout. Pour une raison très simple, c'est que les Ukrainiens avaient fait des grands efforts dans tout ce qui était renseignement tactique. Donc ils avaient une idée assez claire de ce qui se passait dans la frange des 10 km. Donc ils n'ont pas besoin d'un renseignement stratégique. Donc par contre, les grandes avancées de blindés, etc., mais ça, ils n'en avaient pas besoin. Moi, je pense simplement qu'il y a eu un problème de manœuvre, un problème de décision et un problème de manœuvre. En fait, le problème, c'est que la manœuvre rétrograde, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Et je pense que les Ukrainiens, malheureusement, ils s'y sont pris un tout petit peu tard, mais ils ont eu de la chance parce que les Russes leur ont laissé un itinéraire qu'ils appellent le couloir de la mort, dans lequel ils ont eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de blindés qui ont été détruits, mais en fait les Russes ne les ont pas empêchés de sortir très concrètement. La route est restée, ils avaient même balisé la route avec des filets anti-drones. Hein. Regardez ces images, et je souligne sur les images de Jérôme Garraud, notre envoyé spécial, on s'est battu très violemment. Donc en tout cas, il y a en tout cas des deux, c'est-à-dire peut-être qu'il y a eu le renseignement américain qui a lâché les Ukrainiens. Peut-être qu'il y a eu un accord plus ou moins secret entre Trump et Poutine, mais enfin, ils se sont battus, pour de vrai, très durement. Hein. Non, bien sûr, et Charlie Nurel, devant la caméra de Camille Sou, en a témoigné toute la journée. Pareillement, le reportage de Jérôme Garraud est absolument saisissant, il est fascinant, et on voit à quel point les Russes veulent montrer, notamment au leur, mais aussi à la presse internationale, puisqu'elle embarque ces journalistes, qu'elle amène dans des églises pour leur montrer, etc. Manière de dire, regardez la violence des Ukrainiens sur ces lieux de culte, et tout ça. Et je pense effectivement que se focaliser sur une seule cause est problématique. C'est-à-dire qu'on a eu un ensemble, un élément dont j'ai finalement assez peu entendu parler, mais dont les soldats ukrainiens sur lequel ils insistent, c'est l'amélioration opérationnelle des Nord-Coréens, qui a été un tournant significatif. Les soldats ukrainiens disent, quand on les a vus revenir, ils se battaient mieux, ils manœuvraient mieux. La suspension du renseignement, peut-être que d'un point de vue opérationnel, même si pour le ciblage des HIMARS, je pense que c'était utile. Je suis désolé, mais quand les Américains suspendent leur renseignement, on peut discuter, débattre sur l'utilité opérationnelle. Moralement, quand vous êtes à Soudja face à des colonnes de Russes et de Nord-Coréens qui vous pilonnent, savoir qu'un allié que vous considérez comme étant peut-être le plus grand, tout d'un coup, arrête les livraisons de matériel et suspend le renseignement, moralement, c'est dur. À cela, vous ajoutez la manœuvre par le gazoduc. Bref, tout cela mène à ce que la carte, peut-être la plus importante que Zelensky pensait avoir en main, vient d'être déchirée en 1000 morceaux. Et cette pièce dont je disais qu'elle était encore en train de tournoyer en l'air, dont on ne savait pas si c'était un coup de génie tactique ou une catastrophe stratégique, tourne plutôt au désavantage des Ukrainiens. Moi, je crois que Gerasimov, c'est une manœuvre russe assez habile. Je pense que Gerasimov, moi je me souviens, cet été, vous étiez enthousiaste à la progression des Ukrainiens sur le territoire russe. Moi, je pense qu'en fait, Gerasimov, le chef d'état-major, en fait, qui est pas aussi idiot qu'on pourrait le croire, a fait exprès rentrer ses troupes dans cette nasse de course pour l'encercler et pour obtenir le petit succès, le petit Stalingrad qu'il a obtenu. Ça a duré quand même longtemps. Ça a duré longtemps. Je vous rappelle que Poutine avait dit récupérez-moi ça en octobre. Hein. On est maintenant en mars. Mais là, si c'est joué, c'est quand même une vraie. C'est quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Militairement, c'est quand même une vraie. C'est pas aussi grand que Stalingrad, bien sûr, c'est 10 fois plus petit, mais c'est une vraie victoire russe. Un changement des troupes. C'est Akhmat, un exemple, c'est des Tchétchènes, c'est des troupes de premier échelon des Tchétchènes. Il y avait de l'infanterie de marine, il y avait un régiment de parachutistes. C'est pas du tout les gardes-barrières qu'il y avait au mois d'août et au mois d'octobre. Donc le modèle des troupes a tellement changé. Et le deuxième point, c'est Barguilevitch, qui est le chef d'état-major, qui a été viré. En fait, on ne sait pas pourquoi. Il y a un point d'interrogation, il y a une espèce de mutation un peu bizarre pendant un week-end, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est de nature à nous inquiéter ? L'Europe entière, depuis 10 jours, se dit quel est l'adversaire ? Est-ce que l'armée russe est plus forte que ce qu'on pensait ? Ce qu'on voit là, à petite échelle, c'est la région de Koursk, c'est pas la moitié du continent. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Pourquoi ? Parce que, en fait, la Russie, on a tout vu. Hein. En 3 ans, ça a progressé, et bien évidemment. Et ça a progressé par vagues. Parce que lorsque vous aviez des prisonniers qui étaient pris dans les prisons, ils ne savaient pas comment se battre. Lorsqu'il y avait des volontaires, ils ne savaient pas se battre. Mais l'armée russe, l'armée régulière, elle apprend des choses. Je n'exclus pas non plus un accord entre Zelensky et les Américains. Je n'exclus pas
qu'en fait, à Riyad, les Américains ont dit, écoute, le Koursk, ça nous emmerde, en fait, tu fais comme tu veux, mais on ne veut pas avoir Koursk avant les pourparlers. Sur la menace russe, Valéria Fourmoutian, est-ce qu'on est en train de voir là que l'adversaire armé russe, potentiellement, est plus surprenant, plus dangereux que ce qu'on pensait? Là, on compare les choux et les carottes, c'est-à-dire qu'ils ont pendant 3 ans essayé de défaire l'Ukraine, rentrer à Kiev, changer de gouvernement et se battre sans progresser de manière significative sur les 2000 km de front. Et dans la petite enclave de Koursk, pour peu que les Ukrainiens l'avaient pris, ils emportent une victoire. C'est la première, peut-être la seule réelle victoire de l'armée russe. Donc dire qu'aujourd'hui, ils représentent un danger par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on a vu, c'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'il y en a sous le pied et que Poutine nous le cache et volontairement, il a une armée médiocre en Ukraine pour endormir tout le monde? Tout est possible de la part de Poutine, mais là, ce serait vraiment trop gros. Il a massacré du monde, il a massacré du matériel pendant 3 ans. Tout ça pour nous endormir, ça fait quand même beaucoup. Donc je pense que cette armée, elle est en cours d'apprentissage, elle a appris beaucoup de choses sur le terrain, mais elle ne progresse pas de manière significative sur le terrain ukrainien. Elle a même perdu des territoires. Écoutez, de quelle manière les Russes se glorifient de remettre la main, d'avoir mis la main sur du matériel ukrainien et parfois occidental et ukrainien, puisqu'il y a un peu des deux. Écoutez cette séquence de la télévision russe. Voici le trophée du jour. Un lanceur de grenades. Il est écrit « fabriqué en Ukraine ». Il a probablement été fabriqué en Ukraine. Mais ils ont utilisé les plans américains et ils tirent des munitions américaines. Ça, c'est un lance-grenade de fabrication tchèque. Là, un lance-grenade suédois. Et ça vient de Singapour. Enfin, un Javelin. Mais pas besoin de le présenter, vous le connaissez très bien. Les Américains en vendent beaucoup les mérites. Voici un Hammer. Il y a aussi un reste de leur dispositif de guerre électromagnétique. Ce véhicule vient du secteur Est, de leur région de Lviv. Du moins ce qu'il en reste. Et ici, il y a des mines anti-chars. L'ennemi a miné cette zone durant leur départ pour que nos équipements ne puissent pas passer. Ça, c'est une ancienne fortification de l'ennemi. Un vrai terrier pour renards. Relativisons, hein. Pendant 8 mois, les Ukrainiens ont réussi à tenir ce territoire. Mais évidemment, ces images-là, pour les Russes, c'est pain béni. C'est du pain béni et c'est, j'ai envie de dire, pour les Européens, enfin, surtout pour les Américains, parce que là, si c'est du matos américain, ça me rappelle un peu d'autres champs de bataille où ils se sont retirés en laissant, notamment en Afghanistan, du matos derrière. C'est pas quelque chose qui donne l'odeur de la victoire, en tout cas. Plutôt moi, et je rejoins ce que Gallagher disait, cette impression qu'il y a eu un accord pour qu'ils se retirent au profit des Russes. Moi, je ne crois pas. J'ai lu les reportages de ce matin que donnait la BBC qui interrogeait des soldats qui se retiraient. Et c'était, ils disaient tous, c'était l'horreur, quoi. On a été... et même beaucoup critiquaient la décision politique de les avoir lancés dans ce piège à l'intérieur du territoire russe. Parce que c'était presque sûr que ça allait se finir comme ça, par un encerclement. Enfin, lorsque vous pénétrez, que vous avez un saillant qui pénètre en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va assez remuer la société militaire ukrainienne. Oui, mais ça a joué son rôle, parce qu'en fait, c'était effectivement ça. Mais il ne faut pas oublier comment ça a été perçu au mois de juillet. Au mois de juillet, ça a été perçu comme une grande victoire ukrainienne, et ça a redonné énormément d'efforts, parce qu'en fait, les Ukrainiens perdaient du territoire, perdaient depuis des mois et des mois, et en fait, c'est la seule victoire ukrainienne, c'était Koursk.